Peut-on envisager que la création artistique soit un retournement des contraintes? Je m'explique. En fait, lorsque l'on crée, on utilise souvent des contraintes artificielles. Beaucoup d'auteurs les utilisent. Par exemple, Georges Perec lorsqu'il écrivait La disparition sans utiliser la lettre E, la plus courante dans la langue française. Par exemple, un chorégraphe qui va essayer de se rapprocher du sol, de la pesanteur du corps. Eh bien, voilà quelque chose d'intéressant parce que on pourrait imaginer se nourrir des difficultés motrices de personnes en situation de handicap pour travailler dans le champ chorégraphique, pour se donner des contraintes artistiques, proprement artistiques, par l'intermédiaire de corps qui ne sont pas ordinaires. De ce fait, ces contraintes peuvent devenir un élan créateur. On peut essayer, comme le font d'ailleurs certains chorégraphes et danseurs, de travailler avec des personnes autistes qui ont besoin d'avoir le support de la matière, le support du sol, le support de colonnes contre lesquelles ils viennent se placer, contre lesquelles le poids de leur corps vient s'exercer. De cette façon, on peut voir que l'artiste va détourner ce qui est au départ un handicap pour en faire un avantage, pour en faire un nouveau mode d'expression. Pour le danseur, c'est la légèreté qui s'impose. D'ordinaire, on essaye de passer outre par rapport aux contraintes physiques, d'utiliser la force, l'agilité, la dextérité pour aller vers une forme d'apesanteur visible. Et là, toute la technique consisterait à retrouver la pesanteur, ou encore retrouver la lenteur. La lenteur qui est quelque chose également de très fréquent avec les personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse d'un handicap physique ou qu'il s'agisse d'un handicap psychique, par exemple avec des personnes prenant des neuroleptiques, très ralentis. Mais la lenteur est-elle véritablement un obstacle à la création? On peut, à l'inverse, utiliser cette lenteur pour donner beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'intensité à ce qui est dit, par exemple au théâtre. On pourrait même compter sur quelqu'un qui a des difficultés d'élocution et qui doit de ce fait parler très lentement pour essayer de densifier ce qu'il dit, pour donner un corps différent à un texte. Ce serait donc une manière de détourner ce qui dans la vie courante est une contrainte pour en faire une ressource. Dans le monde de l'art brut, il y a évidemment de très nombreux exemples de cela. On peut penser à de nombreux tableaux de personnes totalement obsessionnelles qui font de ce fait de très grandes fresques avec de multiples détails très fins, très précis, qui, d'un point de vue artistique, conduisent à des choses tout à fait étonnantes, mais qui restent par ailleurs des personnes totalement obsessionnelles. Et d'ailleurs, il y a un grand nombre d'artistes obsessionnels. Pensez à Roman Opalka écrivant la suite des nombres sur chacun de ses tableaux pendant des dizaines d'années. Pensez à Toroni aussi, utilisant la même touche de peinture de façon répétitive pendant des années durant. Ce sont des personnes certainement elles-mêmes fondamentalement obsessionnelles, mais quand cette obsession a un sens, par exemple chez Opalka, le fait de peindre le temps, la suite des nombres étant une manière de montrer le temps, eh bien cette obsession devient une démarche. Elle est vivifiée par ce sens. Et à partir de là, il n'y a plus de différence entre ce qu'on appelle la suppléance, le fait d'utiliser un caractère obsessionnel pour travailler, et puis un processus créateur à part entière. Donc vous voyez comment la limite entre contraintes que l'artiste s'impose et contraintes imposées par le handicap n'est pas finalement si nette que cela, et comment on peut retrouver finalement l'un et l'autre pour arriver, par un effet de genèse réciproque, à un processus authentiquement créateur.